Le château de la Moute, il a la particularité d'avoir été acquis en 1860 par Émile Olivier et sa toute jeune femme Blandine List, qui avait reçu de son père Franz une dot. Et il faut savoir que c'est la dot de Blandine List qui a servi à acquérir pour 40 000 francs le château de la Moute pour les jeunes époux Olivier. C'est comme ça que le château de la Moute est né. Et Émile Olivier, qui était un avocat politique très sévère, très rigoureux, un historien, a été pris d'une passion pour cette nature magnifique, cette proximité de la mer, où il est d'ailleurs enterré, puisque sa tombe domine la plage des Salins au bout de la propriété. Magna quies in magna spe, un grand espoir dans un grand repos. Et donc tout cet esprit de la musique, de l'histoire, c'est ce qu'a voulu transmettre leur petite fille Agnès Troisier de Diaz et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Le château de la Moute n'a rien d'un château bling-bling, tape à l'œil. C'est une petite bâtisse à l'époque d'Émile Olivier avec 2 tourelles qu'il va faire augmenter, mais toujours avec grande simplicité. Et il est resté dans cet esprit. Tout autour, par contre, une palmeraie magnifique, une palmeraie centenaire. Émile Olivier et son père, Démosthène, avaient voulu y planter des essences rares qui pouvaient représenter l'universalité du monde végétal. Donc vous trouvez des essences des arbres d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud, des eucalyptus parmi les premiers plantés en Provence et en France. Il y avait vraiment cette idée d'en faire un havre de paix. Et pour ceux qui connaissent la Moute aujourd'hui, eh bien, ils reconnaîtront dans cet endroit exactement ce qu'Émile Olivier a voulu en faire. Certa viriliter, sustine patienter. C'était un latiniste naturellement chevronné. Combat virilement et souffre avec patience. Cette façade, elle est d'origine, elle était comme ça au départ? Au début, le château était encore plus petit, il est déjà pas très grand, il y avait juste le corps principal et il l'a fait agrandir de chaque côté. Mais c'est assez émouvant parce que je pense à Liszt, c'est la personnalité invitée en ces murs dont je suis le plus proche. Je pense à lui, je pense à ses voyages, je pense à son époque. Liszt, c'est pour un pianiste, c'est en même temps un dieu et c'est en même temps quelqu'un qui fait peur. On ne sait pas par quel bout le prendre. Alors quand on est au conservatoire, jeune, à 14-15 ans, on joue les études, les œuvres de virtuosité qui grisent les jeunes pianistes. Et puis, petit à petit, tout au long de la vie, on découvre Liszt. C'est comme quelqu'un dont il faudrait enlever masque par masque et on découvre un autre masque derrière. On a l'impression que c'est sans fin. Et cette musique me parle beaucoup. Alors est-ce qu'il en a joué ici? Oui, j'imagine, parce que c'est un lieu qui amène un certain état méditatif. Dès le début, Émile Olivier a voulu constituer une bibliothèque qui soit le cœur du château modeste, mais aussi un temple du savoir. Il y avait la nature, la mer, le jardin, mais cette bibliothèque dans laquelle on pouvait cultiver son esprit. La bibliothèque, avec près de 5000 ouvrages, c'est vraiment le cœur du château. Et dès le début, Émile Olivier a voulu la constituer. C'est lui qui en a fait le plan, c'est lui qui en a établi les collections. On trouve même des livres dans cette bibliothèque qui ont appartenu à Liszt. Un livre contient une lettre autographe de lui, d'autres une dédicace de Victor Hugo à mon ami Liszt, avec la faute traditionnelle. Et puis c'était un temple du savoir dans cette bibliothèque où on trouve de la philosophie, de la musique, de la poésie, de la littérature, une ouverture sur le monde du 19e siècle et même des sciences politiques.